Back to Africa, c'est le rendez-vous annuel de la diaspora africaine francophone qui entend réunir 6000 participants au Palais des Congrès de Paris. Ce sera les 11 et 12 octobre. Un forum dédié à l'entrepreneuriat, l'investissement et le retour aux sources. Et pour en parler, nous recevons ce soir l'organisateur et entrepreneur de cet événement, le Camerounais Philippe Simo. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui distingue votre événement, un Back to Africa 2025, des autres salons économiques déjà existants ? Alors, je pense que c'est le pragmatisme de notre salon. Nous essayons d'apporter des réponses concrètes aux problèmes que la diaspora vit ici. Et donc, on met en œuvre dans notre salon un certain nombre de mesures qui permettent de pouvoir, au sortir du salon, ne pas repartir juste avec de beaux discours, mais la possibilité d'avoir des actions concrètes. Par exemple, cette année et même l'année dernière déjà, on propose aux acteurs qui viennent au forum de pouvoir acheter des terrains, concrètement. Et on sait tous que c'est une grosse galère quand on est en diaspora, de pouvoir acheter un terrain en Afrique. Là, ce qu'on fait, c'est que nous, on va sur place, on vérifie les documents, on sécurise les terrains, on s'assure qu'il n'y a pas d'arnaque derrière et on les ramène au forum pour que les gens qui puissent les acheter soient sûrs derrière qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises. Pendant le forum, on met aussi en relation les institutions africaines. Cette année, par exemple, on fait venir le directeur des investissements de la Côte d'Ivoire, qui est une autorité qui vient dire très clairement ce que la Côte d'Ivoire a mis en œuvre pour pouvoir faciliter l'investissement. L'année dernière, c'était la direction des impôts du Cameroun qui est venue pour expliquer comment investir au Cameroun sans payer d'impôts. Donc on essaye vraiment de ramener des acteurs qui comptent pour de véritables solutions. Alors la nouvelle édition de Back to Africa entend se positionner à la fois comme une vitrine pour les entrepreneurs africains et un carrefour pour les investisseurs. Comment comptez-vous équilibrer ces deux ambitions ? Alors, on sait bien que dans la diaspora, les profils sont divers et variés. Il y a des personnes qui ne sont pas dans la logique de rentrer tout de suite. Par contre, qui veulent faire travailler leur argent sur le continent. C'est eux qu'on qualifie d'investisseurs, des gens qui veulent mettre leur argent au travail. Et puis, on a d'autres profils qui sont un peu plus aventuriers, qui veulent rentrer pour pouvoir contribuer à faire changer les choses sur place. Et donc, l'idée pour nous, simplement, c'est de pouvoir accompagner ces deux profils-là, parce que c'est parfaitement possible. Aujourd'hui, les marchés financiers africains sont très dynamiques et proposent des rentabilités beaucoup plus élevées que celles que l'on a aujourd'hui, par exemple, dans un pays comme la France. Alors, à l'issue de cet événement, 250 entrepreneurs seront accompagnés par votre organisation. En quoi consiste très précisément cet accompagnement ? Alors, on a un incubateur maintenant, parce que c'est devenu un incubateur, qui chaque année prend des personnes qui sont salariées en France, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, au Canada. Et en réalité, on constate que la diaspora a deux besoins. Il y a des personnes qui ont besoin de pouvoir augmenter leurs revenus et on va les orienter vers des activités telles l'allocation courte durée. On a aujourd'hui beaucoup de nos étudiants qui ont lancé des actions dans l'allocation durée. On a des appartements à Kigali. Alors vous dites beaucoup, donnez-nous un chiffre. Alors, chaque année, on a dans les 250, pratiquement une bonne centaine qui se lancent dans ce secteur-là. Quand je parle de ce secteur, je parle des secteurs qui vont donner des compléments de revenus mensuels. Et ce sont des activités qui sont effectives aujourd'hui ? Complètement. Des appartements sont visibles sur les plateformes locatives que je ne vais pas énumérer ici, mais ce sont des plateformes qui permettent de générer tous les mois 1 000, 2 000, 3 000 euros de plus par rapport aux revenus qu'ils gagnent déjà ici. Donc ça, c'est déjà assez satisfaisant pour ces personnes-là. Et puis, on a une deuxième catégorie, des entrepreneurs qui, eux, veulent lancer des projets pour pouvoir résoudre des problèmes. Et aujourd'hui, on a plusieurs success stories, telles Sougou Fresh, par exemple, qui a été lancée au Mali. C'est une entreprise qui permet de pouvoir raccourcir les délais entre les agriculteurs et les consommateurs. L'idée, c'est de dire que les femmes, par exemple, qui passent beaucoup de temps au marché, vont se voir livrer des produits frais chaque jour chez elles, sans qu'elles n'aient besoin de se déplacer. On a d'autres entreprises comme Dewey Travel, qui a été lancée par une jeune comptable en Suisse, qui permet de pouvoir visiter le Bénin et de pouvoir y faire du tourisme. On a d'autres entreprises, comme par exemple Calcotex, qui a été lancée par un jeune en Allemagne, qui allait créer une usine de textile au Cameroun pour pouvoir fabriquer sur place des vêtements et limiter les importations de vêtements. On a dans le même registre domainemedical.com, qui est une entreprise qui fait du tourisme médical, c'est-à-dire qu'ils permettent aux gens en Afrique qui sont malades de venir se soigner désormais en Espagne. Je pourrais vous en citer bien évidemment d'autres, mais chaque année comme ça, on essaye d'accompagner des projets bien précis qu'on a identifiés pour leur permettre d'avoir des résultats. Alors justement, quels sont les principaux obstacles que rencontre aujourd'hui un entrepreneur issu de la diaspora lorsqu'il veut investir sur le continent africain ? Il y en a plusieurs, mais je pense que l'un d'entre eux, c'est l'idée de penser que parce que c'est en Afrique, c'est facile. Je ne sais pas pourquoi, mais certaines personnes s'imaginent que parce qu'on a vécu en Europe, on a vécu dans des sociétés peut-être un peu plus modernes, si on rentre en Afrique, les portes vont nous être ouvertes. Et la désillusion est grande quand on rentre et on se rend compte qu'en fait, rien n'est acquis. À quoi est due cette désillusion ? À l'environnement économique sûrement ? Bien sûr, on est dans un continent dans lequel malheureusement, beaucoup de personnes veulent s'enrichir rapidement. Et donc c'est difficile parfois de trouver des collaborateurs, des partenaires fiables avec qui travailler. Ce qui d'ailleurs continue d'enrichir les nombreuses histoires d'arnaques qu'on connaît tous
qu'on nous a racontées ou alors qu'on a vécu nous-mêmes. Donc il y a vraiment ce problème de confiance qui existe et qui freine beaucoup de gens en se disant je ne vais pas y aller. Puis il y a un autre problème qu'il faut pouvoir aussi affronter, c'est le domaine institutionnel. Dans beaucoup de nos pays, les lois ne sont pas faites pour faciliter l'investissement. Et donc ça aussi, bien évidemment, ça peut contribuer à freiner certaines personnes qui veulent se lancer. Et justement, est-ce que votre rendez-vous Back to Africa 2025 agit justement sur ces freins qui empêchent certaines personnes d'investir sur le continent? Oui, puisque là-bas, c'est ça en fait. Là-bas, c'est de dire que parce qu'on est des hommes de terrain nous-mêmes, nous investissons en Afrique, on est sur le terrain. Alors, il faut bien le dire, l'une des choses qu'on fait qui est peut-être aussi différente, c'est que dans notre événement, on fait venir des entrepreneurs de la diaspora qui sont rentrés en Afrique et qui ont réussi sur place. On fait venir des Stanislas Zézé, on fait venir plein d'autres qui viennent et qui expliquent justement comment ils y sont parvenus, les freins qu'ils ont rencontrés, comment ils les ont surmontés. Et puis surtout, d'ailleurs, on crée un réseau dans lequel les gens qui, demain, vont rentrer en Afrique savent sur qui ils peuvent compter une fois sur place. Alors, vous avez choisi Paris pour accueillir cet événement censé représenter les ambitions de la diaspora africaine. Certains y pourraient y voir une forme de paradoxe. Pourquoi avoir choisi Paris et non pas une capitale africaine? Alors, pour deux raisons. À la base, le mouvement est adressé à la diaspora. Donc, il faut lui parler là où elle est. Et puis, la deuxième, c'est une raison simplement économique. Quand on organise un forum comme celui de Back to Africa à Paris et que les gens peuvent prendre des tickets à 100, 200, 300 euros, si on leur demande d'aller faire ce même forum à Kigali, à Abidjan ou à Douala, ils vont devoir payer un billet d'avion, payer un hébergement sur place et ensuite pouvoir participer au forum. Ces frais-là vont être rédhibitoires. Et je pense qu'il faut être pragmatique. Si on veut parler à la diaspora, il faut aller là où elle est. Alors, beaucoup d'événements du même type finissent par être de simples vitrines, sans retombées réelles, ce qui n'est pas forcément le cas de Back to Africa. Mais comment est-ce que vous comptez éviter cet écueil? Alors déjà, on est à notre 4e édition. Il y a très peu d'événements qui sont à leur 4e édition. Beaucoup d'entre eux s'effritent avant. Je pense que c'est parce qu'on a trouvé un bon business model. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique de ne pas faire un événement dans lequel les gens se retrouvent juste pour parler. Par exemple, cette année, on a une nouveauté qui s'appelle le BTA Index, le Back to Africa Index. C'est un document que l'on va distribuer à tous les participants au forum. C'est un index qu'on a conçu dans lequel on fait des recommandations pour l'année 2026. On analyse une bonne trentaine de pays africains en disant, pas que des pays francophones du coup, anglophones, le Ghana, ainsi de suite, et on explique pourquoi dans tel pays, voilà ce qu'on pense être les perspectives pour les années à venir. C'est un travail de fond qui prend beaucoup de temps à être mis sur pied. Et ce genre de choses font que notre forum apporte une qualité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et c'est ce qui fait que depuis le début, justement... Est-ce que ce genre de choses a fonctionné chez vous, dans votre pays, au Cameroun? Quel genre de choses? Back to Africa. Dans mon cas de figure, oui, bien sûr. Je fais partie des personnes qui sont rentrées. Alors, je ne suis pas rentré physiquement au Cameroun, je suis rentré physiquement en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un élément très important. C'est que je promeus le fait que la diaspora africaine ne doit pas se cantonner à l'idée de chacun rentre dans son pays. L'Afrique est un continent dans lequel les opportunités sont disparates. Et il faut savoir identifier dans quel pays je vais pour faire réussir mon projet. Je suis peut-être centrafricain, mais si je veux lancer une start-up technologique, je déconseillerais d'aller en Centrafrique. Parce qu'il y a d'autres écosystèmes dans lesquels on va pouvoir lever des fonds beaucoup plus facilement, on va trouver l'infrastructure sur place beaucoup plus facilement. Et c'est le type d'erreur que la diaspora fait. On rentre en Afrique par émotion. On rentre dans les pays qui nous plaisent, dans lesquels on a notre famille, alors que notre projet n'y trouvera pas l'environnement pour pouvoir réussir. Philippe Simouf, merci d'être venu nous présenter l'édition 2025 de Back to Africa qui se déroulera donc le week-end prochain à Paris. Merci à vous. Merci beaucoup.